Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour cette fameuse vidéo du SolarFlow 2400 AC et sa batterie AB3000X et il manque un truc, vous verrez. Vous avez vu derrière, il y a les deux petits panneaux. Je vous en parlerai tout à l'heure très rapidement. Je vais essayer de faire assez vite parce que sinon la vidéo va durer 2 jours. Vous me connaissez un petit peu. J'ai tellement de choses à vous dire que je pourrais pas tout faire en une seule vidéo. Cette vidéo est à destination de personnes qui connaissent un petit peu Zendur, tout ce qui est batterie domestique et entre autres le Hyper 2000 par exemple et toutes ces choses-là. Il y a peut-être beaucoup de gens qui me suivent pour mes vidéos concernant le Hyper 2000. Donc ça s'adresse en priorité à ces gens-là. Et éventuellement cette vidéo va aussi s'adresser aux gens qui sont intéressés par tout ça mais qui pour l'instant sont un peu dans le flou. Alors c'est quoi ce système SolarFlow 2400 AC? Alors c'est une batterie dite intelligente, ou du moins qui devrait vraiment l'être, qu'on appelle aussi une batterie domestique. Son but c'est de stocker l'électricité excédentaire que vos panneaux produisent en journée pour que vous puissiez l'utiliser plus tard. Vous voyez, moi j'ai des panneaux là, bon il y a des panneaux derrière, il y a des panneaux sur mon toit et ces panneaux produisent beaucoup plus que ma consommation de l'habitation, donc ça me permet de stocker cette énergie pour pouvoir l'utiliser plus tard, par exemple le soir ou la nuit. Ça permet de faire des économies sur la facture d'électricité en maximisant l'utilisation de votre production électrique, même quand le soleil ne brille pas. Bon, vous avez un petit peu compris le concept du truc, c'est donc ça, une batterie domestique. Le matériel a été fourni par Zendur. C'est une collaboration, je suis super content de ça. Le matériel m'a été fourni, alors du moins pour l'instant, le SolarFlow 2400 AC et la batterie AB3000X. Il me manque encore un compteur intelligent. Je ne reçois aucune rémunération. Ma seule rémunération c'est le matériel que je conserve à la fin bien sûr. Vous le verrez pour ceux qui me suivent, je change absolument rien de ma façon de faire habituelle. Je vais faire exactement le même type de test que j'ai fait avec mon Hyper 2000. Alors il y aura moins de reproches que pour mon Hyper, déjà une parce que mon Hyper s'est amélioré, donc si je devais refaire la vidéo j'aurais déjà moins de reproches à lui faire puisque je trouve qu'il s'est amélioré. Et vous verrez aussi il y a pas mal de choses que je peux pas vraiment tester, donc forcément je peux pas dire que j'en pense si je l'ai pas testé. Autre chose aussi, j'apprécie Zendur. Des fois oui j'ai des reproches à faire, vous l'avez vu, même des fois je suis assez virulent. Je pense que c'est même l'un des intérêts de ma chaîne. Alors si je me trompe ou si ça s'améliore, je modifie. Mais bon, je dis ce que j'ai envie de dire. Déjà j'ai acheté un Hyper 2000 avec mes sous. Si j'appréciais pas, il faudrait être un petit peu maso pour acheter un truc que t'apprécies pas. Ensuite, je m'amuserais pas à faire un test de quelque chose que j'apprécie pas ou d'une marque que j'apprécie pas. Ce serait pareil, pas logique du tout. À noter aussi, le matériel fourni, a priori ce serait un prototype. Dans tous les cas, le logiciel en cours de développement. Donc dans le cas d'un prototype, il peut y avoir des bugs et des petits soucis possibles. Ça me dérange pas. Moi perso, j'aime bien être testeur. Le but c'est que quand le truc sera disponible pour le grand public, ça fonctionne. L'un des soucis que je rencontre pour ce test, malheureusement, il me manque en fait le compteur intelligent. J'ai essayé d'utiliser le mien, ça ne fonctionne pas. J'ai un Shelly Pro EM, donc on va relativement peu parler de Zenki, qui est quand même une grosse partie du truc. Pourtant Zenki c'est l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer ce que c'est censé faire, mais je pourrais pas vous dire exactement si ça le fait. Alors, vous avez vu, donc je vous parlais des deux panneaux derrière. Ces panneaux-là, ils n'ont pas été fournis par Zendur. J'ai été les acheter et je vous raconte pas, c'était une petite aventure le truc, parce qu'il y a une fonctionnalité que je voulais absolument essayer et qui me paraît phare dans mon cas. J'ai récupéré le O-Miles que j'avais testé et il s'est relancé nickel. Oui, ils sont posés n'importe comment. Oui, il y a des ombrages. Je le sais, ils sont posés contre une haie. Rendez-vous compte du truc. Là, j'attends en fait la structure pour pouvoir les mettre sur mon toit et les ranger proprement. Warning, ça reste quand même des batteries, dans l'absolu elles sont pas particulièrement dangereuses, je vous expliquerai au moment pourquoi, mais surtout à l'installation, alors lisez bien le mode d'emploi, faites l'installation sur une prise sur laquelle vous êtes sûr de sa fiabilité. Si vous connaissez pas bien cette prise, que c'est une prise de garage, elle fait un peu la tronche, dépassez pas les 800 watts, bridez la puissance un maximum, que sinon vous risquez de surchauffer la prise si vous connaissez pas la dimension du câble, si vous connaissez pas la longueur du câble, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas au courant, franchement, bridez la puissance pour pas que la prise surchauffe ou que le câble surchauffe et que ça peut prendre feu tout simplement, donc il y a vraiment un danger, donc attention à l'installation. Moi par exemple je pourrais très bien l'installer sur ma prise Green-Up, j'ai une prise Green-Up que j'ai installée pour ma voiture avec le bon dimensionnement de câble, là je pourrais dépasser les 1200 watts voire les 2400 watts, pourquoi pas. Je pense, et c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai tout pour faire mon installation définitive, j'ai prévu un endroit où je vais le mettre et j'aurai une ligne dédiée, je brancherai directement le 2400 AC au tableau électrique en quelque sorte avec les protections qui vont bien. Si vraiment vous y connaissez absolument rien
l'électricité, passez par un électricien, vous posez même pas la question, faites pas n'importe quoi, faut pas blaguer avec ça. Alors, comme souvent, je me pose la question de pour qui est destiné cet appareil. Ma première réponse c'est pour moi. Si ce matériel avait été disponible au même moment où j'avais acheté mon Hyper, j'aurais pas pris le Hyper 2000, j'aurais pris celui-ci. Je suis pile la cible. Déjà moi personnellement, je n'ai pas besoin des entrées MC4, c'est-à-dire les entrées panneaux photovoltaïques, j'en ai pas besoin, mes panneaux sont déjà installés et ils possèdent déjà leurs onduleurs, donc j'avais pas besoin de ces entrées qui m'ont cassé les bonbons. Vous l'avez vu à l'installation du Hyper 2000, ils pendouillent derrière, ils sont gênants pour installer le truc, et puis j'en avais pas besoin. Donc moi, les trucs que j'ai pas besoin, ça me dérange pas de ne pas les avoir. Alors après, je suis doublement la cible. Pourquoi? Parce que j'ai 2400 watts crête de panneaux, et ce 2400 AC fait pile poil 2400 watts de puissance, donc c'était formidable. Ça, un seul m'aurait permis de prendre toute la production de mes panneaux au maximum de leur puissance, donc franchement c'était parfait. Là, dans le cas du Hyper 2000, un seul Hyper 2000, j'étais quand même vachement bridé, parce que il m'aurait fallu 2 Hyper 2000 pour pouvoir utiliser 100% de ma production photovoltaïque. Donc 2400 watts dans mon cas, c'était vraiment parfait. Après, pareil, autre chose qui est vraiment très très bien, c'est la batterie de 3 kW. J'avoue que 2 kW c'était un peu limite, il aurait fallu 3 batteries. Après on arrondit un petit peu parce que c'est pas tout à fait ça. Ce 2400 AC, 2 batteries m'aurait, je pense, suffi. Alors après, cet appareil là, il est pour ceux qui ont des besoins de puissance, voilà, 2400 watts, voire plus, parce qu'on peut mettre 2, on peut en mettre 3, forcément. Et surtout, ce matériel est destiné à ceux qui, comme moi, sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. En général, plutôt des micro-onduleurs qu'un onduleur central. Après, ça change rien, je pense que vous pouvez très bien avoir un onduleur central, mais il est destiné à des gens qui ont déjà des panneaux photovoltaïques. Si vous comptez installer des panneaux photovoltaïques, le Hyper 2000 est une bonne solution, parce que du coup, fait onduleur en même temps, vous branchez les panneaux directement sur le Hyper 2000, là c'est pratique. Et en plus, ça vous évite l'achat d'un onduleur. Je trouve que l'effet de gamme est pas mal. Après, ça peut être vraiment très très bien pour ceux qui veulent absolument une prise hors réseau. Alors le Hyper 2000, on pouvait lui rajouter une prise hors réseau. Je suis pas fan de cette prise qui se rajoute. Là, c'est quand même beaucoup plus pro, entre guillemets. Par exemple, ça peut être très intéressant pour, je n'ai vu sur Facebook là, qui font fonctionner une cabane en totale autonomie. C'est une cabane de bricolage. La journée, elle se recharge. Le soir, si tu as besoin de bricoler et d'utiliser ta perceuse, tac, il y a la prise en réseau qui fait le taf. Alors attention avec la prise en réseau. Et si vous êtes quand même branché à EDF, et que vous utilisez votre batterie normalement, le matin, la batterie, elle est vide. Si la panne EDF a lieu le matin, votre batterie sera vide, et du coup, la prise en réseau n'aura pas un grand intérêt. Pour ceux qui veulent vraiment sauvegarder ou être tranquille pour une éventuelle panne de courant, c'est d'avoir une batterie spéciale qui soit tout le temps à 100%, ou du moins un 2400 AC. Pourquoi pas, par exemple, avoir 2 2400 AC si vous avez beaucoup de panneaux photovoltaïques, et un 2400 AC qui est réservé uniquement à la sauvegarde en cas de panne EDF. C'est aussi une bonne solution pour les gens qui cherchent à faire des économies, et surtout, en fin de compte, à autoconsommer le plus possible. C'est le but principal de cet appareil, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que moi, ça me stresse en fait de rejeter l'électricité sur le réseau. Et oh là là, il y a 1000 watts qui partent dans le réseau pour rien, qui sont perdus, 1000 watts perdus, gaspillés. Donc ce matériel-là permet d'améliorer l'autoconsommation. On va en parler plus tard à la fin, faire une petite estimation de la rentabilité du truc. C'est aussi pour les gens qui recherchent le confort, c'est mon cas principal. Je dirais que je recherche pas forcément la rentabilité. De toute façon, les choses, voilà, les panneaux, je les ai achetés, ils fonctionnent, ils font ce qu'ils peuvent. La batterie, je l'ai achetée, elle est rentable, elle est pas rentable. Elle y est, je vous dirais que je suis même incapable à la fin de vous dire si ou pas elle a été rentable dans mon cas. On va faire une étude pour la vidéo, mais dans l'absolu, moi je m'en fiche un petit peu. C'est aussi pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Les gens qui veulent un truc tout automatique. Bon, après, ça fonctionne aussi pour les gens qui sont bidouilleurs, ceux qui veulent utiliser Home Assistant, ou vous avez vu, le Hyper 2000 fonctionne, voilà, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la cible première. La cible première, c'est ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. C'est d'ailleurs une des promesses, tout ce qui est IA, planification intelligente, ça permet d'optimiser l'autoconsommation sans prise de tête. Voilà, ça améliore le truc, et normalement, vous avez rien à faire. Et facile à mettre en œuvre. Et à part peut-être une petite complexité au niveau du compteur intelligent qui reste installé dans le tableau électrique. L'installation, c'est très très simple. Après, c'est pour qui? C'est à vous de le déterminer. Il faut déterminer ses besoins, il faut déterminer ce qu'on veut faire. J'en ai parlé dans mes différentes vidéos. Est-ce que vous l'achetez pour l'été ou pour l'hiver? C'est pas pareil, parce que pour l'hiver, il faut beaucoup de panneaux et aussi beaucoup de batteries. Mais si vous avez beaucoup de batteries, il faut vraiment beaucoup de panneaux, parce qu'en hiver, c'est très compliqué de remplir les batteries. Par contre, en été, c'est l'inverse. En été, vous les remplissez très facilement, même avec peu de panneaux solaires. Donc voilà, c'est quand même un calcul à faire. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce calcul. Il y a des petits tableaux en fonction de votre consommation annuelle, le nombre de 2400 AC que vous avez besoin et le nombre de batteries que vous pouvez avoir besoin. Donc ça donne un ordre d'idée. Mais dans tous les cas, déterminez toujours votre projet
allez sur les groupes Facebook, les gens pourront vous aider à déterminer exactement. Il y a un truc qui est bien avec ce type de batterie, c'est qu'elles sont évolutives. Rien ne vous empêche de commencer avec un seul 2400 AC et une batterie AB3000X et de rajouter au fur et à mesure une batterie, 2 batteries, 3 batteries. Et éventuellement, si vous êtes convaincu par le système, rajouter un autre 2400 AC plus tard avec 2 batteries. Voilà. Il y a quand même un point à prendre en compte pour les gens qui se disent ouais, je vais acheter ça, je vais le charger en heure creuse et je vais le recharger en heure pleine. Comme ça, ça va être vachement bien. Non, si vous comptez pas mettre de panneaux photovoltaïques, cet usage heure pleine, heure creuse n'a strictement pour moi aucun intérêt. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie, faites-le, mais moi, pour moi, zéro intérêt. Vous n'allez pas y gagner, vu le prix d'achat quand même de la batterie, ce sera pas intéressant. Ça vous reviendra trop cher. Le seul moment où c'est un petit peu valable, c'est avec les jours tempo qui coûtent extrêmement cher. Donc là, oui, ça vaut le coup de recharger même en heure creuse, jour rouge tempo, pour décharger en heure pleine, jour rouge tempo. Bon, encore mieux si vous arrivez à charger un jour bleu en heure creuse et décharger un jour rouge en heure pleine. Là, c'est vraiment le top du top. Vous êtes vraiment super gagnant. Mais c'est que 22 jours rouges en tout dans l'année. Donc, et autre chose, oubliez l'usage de cet appareil-là sans compteur intelligent. Ça n'a strictement aucun intérêt. Là, je suis en train de l'utiliser puisque j'ai pas de compteur intelligent en mode de base manuel, programmation manuelle. Je lui dis le matin tu charges à 100 watts, à midi tu charges à 400 watts, le soir tu commences à te décharger à 100 watts. C'est insupportable. En plus, faut tout le temps surveiller le truc. Donc, parce que forcément, si vous lui avez dit de se charger à 400 watts et qu'il n'y a pas de soleil, vous chargez 400 watts à partir du réseau. C'est indispensable pour moi d'avoir un compteur intelligent avec ce matériel. D'ailleurs, je crois qu'il est fourni avec l'achat du truc. Aucune raison de ne pas l'utiliser. Bon. Bah voilà, je crois qu'on a terminé. On va passer à l'unboxing, l'installation, la petite présentation vidéo du truc. C'est parti. On va déballer. Je vous préviens d'un truc, pour ceux qui seraient tout seuls et puis qui seraient pas forcément en très bonne forme physique, attention, c'est lourd ces trucs-là. Bon, j'ai une côte cassée donc je peux pas porter encore très lourd. Donc, toujours quand vous ouvrez comme ça, faites gaffe à pas enfoncer trop le couteau pour pas abîmer. Là, je fais même des tutos déballage. Alors mon colis était un petit peu enfoncé sur le côté. Je pense pas que ce soit trop grave, on va voir. Oh là, ça a bien enfoncé ici, Ok, donc ça c'est l'onduleur, le câble, des accessoires. Et voici l'onduleur. Bon, il est extrêmement lourd, mais après c'est normal. Donc ça c'est une prise étanche, ça aussi. Bon, même type de finition que le hyper, c'est propre quoi. C'est hyper qualitatif. Franchement, j'aime beaucoup la qualité de finition. Bon, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Le petit bitonio à enlever. Bah, écoutez, là par contre, on a vite fait le tour. Bah ça c'est le Wi-Fi. Ça je sais pas ce que c'est, faudra qu'on regarde dans la notice. Le bouton power. La petite gravure, ça a enfoncé, c'est pas de la peinture quoi. Donc ça c'est la prise principale. Et ça c'est la prise de sauvegarde. Et de l'autre côté, il y a encore un petit truc. C'est juste que c'est que ça. Bon, je vais mettre ça ailleurs pour avoir de la place pour ça. N'empêche que heureusement que c'est bien protégé, vous avez vu, parce que sinon l'onduleur, il aurait mangé des coups. Et alors là, c'est encore plus important parce qu'un onduleur qui mange un coup, c'est pas trop grave, il est mort. Mais une batterie qui mange un coup, bah, elle peut se mettre à dégazer ou... Pour moi, il n'y a pas de risque d'explosion ou quoi que ce soit. Juste du dégazement, puisque c'est une batterie LFP, donc les batteries LFP sont très stables et même avec un coup, elles risquent normalement pas d'exploser. Surtout que celle-ci a une protection. Selon les types de batteries, par exemple, Spo ou Lion, et bah là, dans ce cas-là, elles peuvent exploser. Bon, là, ce sera pas le cas. Voilà. Je l'ai ouverte dans le bon sens sans le faire exprès. Le petit user manuel et la batterie que je vais sortir, je sais pas trop comment, parce que je pense pas pouvoir utiliser mon doigt. Oula, faire gaffe à pas péter ma table, j'aurais l'air con. Bah écoutez, quoi vous dire, c'est 4 fois la même face. Alors si, par rapport à l'ancien, ils ont changé les poignées, c'est des poignées plastiques. Ergonomiquement, c'est mieux que sur l'Hyper 2000. Et esthétiquement, j'aime moins, moi perso, j'aimais bien le côté métallique des poignées de l'Hyper 2000. Franchement, on s'en fout un peu. Disons que le but d'une batterie, c'est pas d'être beau, c'est d'être efficace. Il y a ça à enlever, toujours pas oublier. La finition est granuleuse. Bah, j'aime beaucoup la finition. Je sais pas ce que c'est. Il y a encore un petit truc à dévisser de l'autre côté. Il y a des petits patins pour pas abîmer la surface sur laquelle on le pose. Voilà, bon, je vais aller mettre ça en place. Bon, la même chose que l'autre. On commence par mettre un côté, tac, et on repose comme ça dessus. Voilà. Je disais, je vais faire un peu mon râleur. J'ai dit un peu. Comme vous l'avez vu, ils ont un partenariat avec l'UNESCO, donc pour ce type de produit, le but c'est aussi de polluer le moins possible. Mais dans tous les cas, le manuel, il y a juste des instructions de sécurité, voilà, safety instructions. Alors c'est en français, il y a le français quelque part. Alors n'utilisez pas le système dans des conditions climatiques extrêmes comme la foudre.
Hein, bah oui, c'est une mauvaise idée d'utiliser ça sous l'orage. La neige, les fortes pluies et les vents violents, etc. Il y a un QR code pour télécharger le manuel. Donc c'est un petit peu gênant pour les gens qui aiment bien avoir les manuels en fini. Écologiquement parlant, on va dire quand même que c'est vachement bien. On va le mettre en route. Il y a même, j'ai pas vu d'indication de comment le brancher. Ouais, on va y aller un peu à la one again, comme on avait fait la dernière fois. Paf, bah c'est bon signe ça, très facile à mettre. J'ai une petite remarque esthétique et personnelle du coup. Je suis pas fan de ce petit rebord là. Après peut-être qu'il permet justement aussi de protéger si les gens se déplacent ou qu'ils cognent, ça protège peut-être un peu la batterie. Ça de ce côté-là c'est bien, mais j'aurais quand même préféré que ce soit comme sur le Hyper 2000, vous voyez, les faces alignées sans ce bandeau noir. Ça va pas m'empêcher de dormir. Là la batterie est à 3 barres vertes. Le Wi-Fi, il est en attente. 3 green, ça veut dire qu'on est entre 51% et 75% de la batterie, ce qui est très bien. Le truc vert, ça veut dire que c'est normal, tout va bien. Bah écoutez, on va brancher le câble. Hein. Tac, vous avez le connecteur. Vous pouvez pas vous tromper, hein. C'est plus que des trompages. Ah, une fois que vous l'avez branché celui-là, je crois qu'on peut pas le débrancher comme ça. Faut la petite clé qui est dans les accessoires. Je vois pas du tout comment ça peut marcher ce truc. Et là, j'ai appuyé avec ça sur le petit cliquet là-dessus quoi. Mais c'est pas ça à mon avis. Hein. Si quelqu'un comprend comment ça marche, bon, on s'en fout un peu, mais... Donc là, normalement, on est branché. Tout va toujours très bien. Bah, tu veux rentrer ou pas? Tu es un petit bébête, hein, le chat. Vous avez de quoi télécharger l'application Zendur ici si vous avez pas envie de chercher. Je l'ai déjà installé. Je vais pas m'amuser à la désinstaller parce qu'il y a mon Hyper 2000 qui est déjà branché dessus. Donc on va faire comme si vous aviez déjà un Hyper 2000. Si vous n'en avez pas, allez regarder comment ça s'installe sur ma vidéo du Hyper 2000 où je l'installe. Hein? Voilà. Puis sinon, débrouillez-vous. Franchement, c'est pas bien compliqué. Voilà, je pense qu'il faut tout simplement appuyer sur le petit plus. Dans le truc, on va là-dessus. On va sur SolarFlow, machin truc chouette. Suivant, on appuie. Bon bah là, il clignote. Bon, enfin, faut appuyer 3 secondes jusqu'à ce que ça clignote. Moi, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc on recommence. On l'a trouvé, SolarFlow, machin, avec tout son petit serial number. Une utilisation sans internet, ça c'est si vous êtes déconnecté juste en Bluetooth. Bon, nous, en 99% des gens, je pense que ce sera avec le Wi-Fi. Sélectionnez votre clé Wi-Fi. Bah moi, ça était déjà renseigné, donc on continue là-dessus. Et puis bon, voilà, il va faire ce qu'il a à faire. C'est comme je vous disais, hein, regardez mes vidéos sur le Hyper 2000, je le trouve un peu capricieux, on verra si celui-là il l'est moins. Il se reconnecte pas en Wi-Fi local, j'ai pas trop envie de le bouger ou désactiver mon... Là, il marche très très bien. Et en gros, j'ai pas envie d'y toucher. Voilà, on y est. Ah non, on n'y est pas. Échec d'appareillement. Super. Ah, bon. Bah, ça a marché la deuxième fois, hein. C'était un peu flippant. J'ai fait, oh là là, ça y est. Bon, bah, écoutez, veuillez renommer l'appareil, comme par exemple mon dispositif. Ça me va très bien, SolarFlow 2400 AC. On continue, voilà. Bienvenue dans le système Zendur, alors HEMS, démarre. On est en France. Il a capté mon Linky, hein. Enfin, je veux dire, il a capté mon Shelly à moi. Bon, on va faire suivant. Là, il est sur une prise qui est pas dédiée, hein. C'est une prise qui est pour mon petit aspirateur, qui est pas génial. Donc, je laisse les puissances à 800 watts pour l'instant, ok? Parce que, bah... Alors, qu'est-ce qu'ils me disent de beau, là? En gros, il se met en paramétrage de base quand il n'y a pas de compteur intelligent, quand il n'y a pas de Shelly, ok? Donc, tu peux faire un programme. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie de faire de programme. Ah, l'emplacement. Obtenir l'emplacement. Bah oui, c'est pas si mal que ça. Alors je sais pas si c'est pour tout l'ensemble du logiciel ou pas, ça. Bon, on verra bien. Oh, bah l'interface a changé. Pas tout à fait la même interface. Mode auto. Donc là, il est en mode auto, mode Zenki. Alors, mode Zenki, vous remarquez un truc, je sais pas, ça fait pas mal de bruit sur Internet et j'avoue que il faudrait quand même que Zendur éclaircisse vraiment ce point, surtout à l'achat. Après, faut être clair avec les usagers, c'est-à-dire que si c'est par abonnement et que c'est un essai gratuit temporaire, faut le dire, voilà. Après, si c'est gratuit tout le temps, y a pas de souci, c'est très bien. Alors, général, mode auto. Bon, on va laisser en mode auto. Mode prise intelligente, non. Mode charge de base. Bon, ça, c'est juste la programmation. Et mode tarif d'électricité. J'ai ajouté le Linky, dans tous les cas. Alors, j'espère que ça n'a pas fait sauter mon Hyper 2000. Mon Hyper 2000 charge normalement, comme s'il n'y avait rien du tout de branché dessus. Le SolarFlow, il t'en veille. Lui, il charge pas. Ça charge toujours pas. Ah, il y a des mises à jour firmware. On va peut-être les faire déjà. On va faire ça. Mise à jour. Niveau de batterie supérieur à 10%. C'est bon. Ça y est. Mise à jour terminée.
Vous allez voir, je fais beaucoup d'efforts pour vous. J'ai acheté 2 panneaux photovoltaïques que je vais brancher avec mon système Momiles. Ça, c'est un système que j'avais testé et qui était du coup dans un coin parce que je savais que j'allais m'en servir un jour. On va brancher ça, la batterie. Je vais la déplacer, je vais la mettre quelque part par là et on va tester la prise de sauvegarde. Enfin, on va tester plein de trucs. Un des avantages avec cet onduleur Momiles là, c'est que il suffit de plugger ça là-dessus là et on a une vraie prise à brancher directement quasiment sur la batterie. Bon, on a branché les panneaux. Ils fonctionnent, on les a testés sur le réseau classique. 2 panneaux de 460 watts, donc un potentiel de 920 watts. Dans l'absolu, on va déjà essayer un truc. Là, le hyper. Ok, bah j'ai un truc qui clignote rouge. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder sur l'application. Ah, il y a un truc qui clignote rouge. Il me dit quoi? Exception de mise à la terre. Donc il y a un problème de prise d'air là où on a branché. Bon, on va changer de prise, voir. C'est ouvert, on a changé de prise. Là, je suis branché sur une prise que j'aime pas trop. Il va pas rester bien longtemps là. Et puis on va brider les puissances pour pas que la prise surchauffe parce que j'ai pas du tout confiance. N'empêche que on vient de voir quelque chose que je considère comme étant un super point positif. Le truc ne veut pas fonctionner. Alors c'est un peu relou, bah c'est bien, c'est une super sécurité. Là on va essayer la prise hors réseau. Alors sur cette prise hors réseau, je vais lui installer une multiprise. On va commencer par le disque dur, voir si le disque dur se coupe quand il y a une coupure électrique. Faut aller là-dedans, je crois. Il y a un truc qui s'appelle contrôle de la prise hors réseau. Donc là, on choisit le mode. Moi, je veux le mettre le mode normal. Je m'en fous du mode éco pour l'instant. On va regarder ce que ça donne. Et ben, la prise hors réseau, on va lui brancher tout ça. En gros, il y a le disque dur dessus. Il n'y a pas grand-chose d'autre dessus. Il y a 2-3 petits appareils, y compris la prise Momiles d'ailleurs. Tac, on va brancher ça. Et on va lancer le disque dur. Donc là, le disque dur, on va le laisser démarrer. On va voir si quand on coupe, si le disque dur il continue à fonctionner normalement. On est à 63 watts de consommation, le disque dur il est en cours d'allumage. Voilà, ça y est, c'est bon. Hop, on débranche. Bah écoutez, ça n'a pas bougé et le disque dur il continue son démarrage normalement. Donc elle fait bien son boulot la prise au réseau. Par contre, lui il est censé me dire à un moment que attention, on n'est pas branché au réseau. Ah voilà, ça y est, il me le dit. Il y a marqué SolarFlow 1, panne de tension. Bah voilà, en gros il a détecté qu'il y avait un souci, qu'il n'était plus branché au réseau. Donc on va le rebrancher, tac, comme s'il y avait eu une panne. Donc il va se remettre en route, tac, j'ai entendu clic. Et on va brancher les panneaux photovoltaïques sur la prise hors réseau. C'est du grand n'importe quoi le rangement. Hein, paf, on va sur les panneaux qui sont plus ou moins bien éclairés parce qu'il y en a un qui commence à être un petit peu à l'ombre. Donc on va tout de suite faire le test avant qu'il soit trop tard. Hop, on va les laisser démarrer. Donc l'onduleur fonctionne. Hein, bon, forcément, on est en réseau là, tout est branché. Le AC 2400 est bien branché au réseau. Après, par contre, normalement, l'onduleur est censé continuer à fonctionner si on débranche la prise de la maison. Normalement, un onduleur, comme vous le savez, quand il y a une panne de courant, est censé tomber en panne. Il est censé s'arrêter pour protéger les gens qui vont travailler derrière. Sur la prise hors réseau, normalement, l'onduleur est censé continuer à produire et continuer même à charger la batterie, même s'il y a une panne de courant. Et pourquoi je trouve ça génial? Parce que ça ne renvoie pas en fait du tout sur le réseau parce que là en fait la batterie elle est en autarcie, c'est-à-dire qu'il y a les panneaux qui sont directement branchés dessus et la batterie ne renvoie pas sur le réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'électrocution des personnes. Enfin, vous avez compris, en gros l'onduleur il est censé normalement se couper quand on débranche la prise qui donne sur le compteur de la maison. Là on va débrancher, tac, on débranche, l'onduleur il continue à fonctionner, on produit toujours 362 watts. Ça clignote vert, ça signifie que les panneaux continuent à fonctionner. Donc c'est absolument génial, franchement c'est vraiment top. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, là si on remet en route, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on peut charger à 2000 watts sur cette prise là et à 2400 watts sur cette prise là. Disons alors là le truc il charge à une vitesse surhumaine. Dans tous les cas ça fonctionne, c'est top. Franchement c'est vraiment, je trouve, une excellente fonction. Quand je vais dans l'application S-Mile, on est en train de produire à peu près 663 watts. Quand on va sur Zendur, je suis en train de charger à 900 watts. On va même mettre 1000. Donc théoriquement, je charge à peu près la batterie à 1600 watts. Quand je vais sur SolarFlow, vous avez vu, déchargement. À quel moment déchargement? Il y a du boulot d'optimisation. Là, c'est comme si je pompais sur la batterie pour envoyer dans la prise hors réseau en prenant 100 watts du réseau public. Bizarre l'histoire. Hein. Là, il y a des trucs qui vont pas. On va tester les températures. Pour mon Hyper 2000, il est en train de charger à 1200 watts, donc il doit chauffer un peu. Voilà, il est à 40 degrés, c'est pas dingue non plus, hein, ça va. Et je vais mettre les petits ventilos, on va voir à combien ils se retrouvent du coup. Ouais, franchement, ça coûte 15 balles ou 10 balles, je sais plus, sur Amazon. Voilà, donc là, j'ai mis le ventilo, on va laisser souffler pendant 5 minutes et on va regarder les températures. Franchement, c'est pas pour ce que ça coûte. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'en mettre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ça fait quelques minutes qu'il est à 1200 watts là, que le soleil s'est stabilisé, parce qu'il y avait passage nuageux, c'est super relou. On va regarder à combien c'est. 21 degrés.
un 21 au lieu de 40. Ça fait quand même une sacrée différence. Voilà, bon. On doit être à peu près à 1200 watts. Il doit y avoir 500-600 watts sur la prise hors réseau et à peu près pareil 600 watts sur l'alimentation principale. Ça n'a pas l'air de chauffer beaucoup, mais pour information, j'ai mis la charge par la prise au maximum pour tester. Alors bien évidemment, c'est juste pour le test. Donc ça m'indique 1400 watts. Il y a des petits soucis parce que normalement il y a 2400 watts sur cette prise là et je pense que ça se cumule. Je sais pas trop comment ça se passe. Et à peu près 700 watts sur la prise hors réseau. Voilà. Bon. Donc il y a le petit souci d'affichage, mais au final, pour l'instant, il ne chauffe pas du tout. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de souci de chauffe. Bon, je vais remettre à des températures classiques, parce que là, on est d'accord, c'est beaucoup trop. Bon, de toute façon, il me dit qu'il charge la batterie à 900 watts, ce qui n'est pas du tout vrai. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Bon, alors après cette petite présentation du matériel, on va passer au fameux plus et moins typique de ma chaîne maintenant. C'est pour vous dire qu'il y aura bien une seconde vidéo spécialisée sur le Zenki, HEMS et tout ça, tout simplement parce que c'est vraiment en version bêta, donc il est pas très intéressant de vous faire un retour sur une version bêta, on vous fera un retour sur une version finale. Pour moi, le HEMS n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que tant que le Hyper 2000 n'est pas dedans, par exemple, je peux pas vous dire si les deux fonctionnent bien ensemble. Faudra voir quand le produit sortira en version finale. Pour le moment, on a beaucoup plus de plus que de moins. Et il y a beaucoup de neutres. Tout ce que j'ai pas pu tester, je les ai mis dans les neutres. Et forcément, dans le futur, dans mes futurs tests, ces neutres peuvent passer dans les plus en fonction de l'évolution ou dans les moins. Voilà. Vous avez compris, on va arrêter le blabla. On va passer au point négatif. L'Hyper 2000 n'est pas compatible à HEMS pour l'instant. C'est comme s'il y avait deux logiciels différents, un pour le Hyper 2000, un pour le 2400AC, et du coup franchement c'est une galère à faire fonctionner les deux, parce qu'il y en a un qui est en manuel, l'autre qui est en automatique. Alors heureusement qu'il y en a un des deux qui est en automatique, parce qu'ils permettent de compenser quand il y a un petit peu plus de soleil ou moins de soleil, du coup il fait un petit peu les niveaux, mais franchement c'est bien relou, donc vivement que le Hyper 2000 soit compatible à HEMS. Un autre point négatif, c'était valable déjà pour le Hyper 2000, vous savez que vous pouvez aussi utiliser des prises intelligentes, par exemple sur votre frigo, sur votre gazinière électrique par exemple, enfin sur tout ce qui est gros consommateur, vous pouvez mettre une prise intelligente qui va faire que dès qu'il y a de la consommation, vous allez dire à votre appareil 2400 AC, tac, j'ai besoin d'électricité, décharge-toi. Et moi ce que je regrette, c'est quand même que moi j'ai énormément de prises Zigbee, j'ai des prises Tuya en Wi-Fi, ça fonctionne pas. Il faut, je crois, soit des prises dures ou des prises Shelly. C'est un peu dommage, ça aurait été cool une petite compatibilité Tuya. Un autre point négatif, celui-là, il était déjà valable aussi pour le Hyper 2000. Toujours pas de notification. Moi j'aimerais bien recevoir une petite notification de l'application qui me dit batterie chargée à 100%, batterie déchargée, la batterie s'est mise en charge, la batterie s'est mise en décharge. Bon, tout petit moins de rien du tout. Donc le mode programmation, il est limité à 10 plages. Je le dis en fait, vraiment un point négatif parce que déjà 10 plages c'est énorme. On aimerait bien que la programmation soit plus complète. Ça, on avait déjà fait le reproche pour le Hyper 2000. Alors là c'est plus simple, effectivement on peut le mettre à 0 facilement. La programmation est plus facile, mais ce qu'on aimerait bien c'est pouvoir changer les modes. Passer du mode intelligent au mode de base. Par exemple pour le tempo ça pourrait être bien. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'une programmation peut-être plus poussée. Bon, il y a un autre point un peu négatif. C'est quand même dommage d'avoir pas fait le même form factor que le Hyper 2000. Ça aurait permis de se cumuler. Après, dans l'absolu, je comprends, dans le sens où elle est plus grosse. En même temps, elle aurait été encore plus haute. Ça aurait été compliqué pour les cumuler. Et puis surtout, je pense que ce format-là, il est bien mieux pour le refroidissement. Le plus gros point négatif, ça m'a quand même pas mal impacté pour ce test, c'est qu'on peut pas dire, quand on a un Shelly 3 Pro EM, par exemple, qu'il y a une des pinces qui est utilisée pour le comptage de production des panneaux photovoltaïques. Donc ce serait vachement bien, parce qu'on peut pas utiliser les tableaux, en fait. Vous voyez, les tableaux, production photovoltaïque, elle est toujours nulle. Elle est toujours à 0. Ce serait quand même bien de pouvoir lui dire, voilà, moi dans mon Shelly 3 Pro EM, j'ai la phase B qui est utilisée pour comptabiliser la production photovoltaïque. Ce sera vraiment top. Et l'un des derniers points négatifs, du moins que j'ai noté pour l'instant, c'est encore à propos du Shelly 3 Pro EM. C'est quand même hyper dommage, et c'est ce qui a bridé ma vidéo, le fait de pas pouvoir utiliser donc vraiment la pince. Je crois que la Shelly 3 EM, qui a qu'une seule phase, en fait, elle fonctionne, je crois, a priori. Et je voulais essayer donc avec mon Shelly 3 Pro EM, qui possède 3 phases, et malheureusement, autant avec le Hyper 2000, je peux lui dire, voilà, tu utilises la phase A pour faire tes calculs de charge ou décharge, pour t'adapter à la courbe de production photovoltaïque. Mais là, en fait, tu peux pas lui dire, base-toi sur la phase A, il prend en compte toutes les phases, il doit faire une sorte de cumul, je sais pas ce qu'il fait exactement. Enfin, dans tous les cas, ça fait n'importe quoi, et ça rend le Shelly 3 Pro EM inutilisable, et le Zenki inutilisable. Raison principale pour laquelle j'ai pas pu tester Zenki. Évidemment que ça va s'arranger. Alors, je crois qu'on a terminé, du moins pour le moment, avec les points négatifs.
négatifs. Bon, on est parti pour les points neutre. Il y a une partie, je l'ai mis en neutre parce que c'est personnel, c'est l'esthétique. Moi j'aimais bien l'esthétique de la batterie AB2000 avec les petites poignées métalliques. Les poignées plastiques là, bon, elles sont peut-être mieux ergonomiquement, mais je les trouve moins jolies. Alors après, oui, elles sont vertes avec la couleur Zendur, je comprends le truc, mais j'aurais préféré du noir même. Il y a un autre truc sur lequel je suis pas spécialement fan, c'est le cadre métallique là. Alors il protège, je pense, des coups, des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Petit cadre métallique noir, et en plus il est pas centré pareil à l'avant, à l'arrière, voilà. C'est du méga détail, c'est pour ça que je le mets en esthétique, parce que c'est perso, hein. Ça se trouve vous, ça vous dérangera absolument pas. J'ai mis un truc dans le neutre, obligation d'avoir un Shelly par appareil. C'est vrai que jusqu'ici je râlais, parce que je crois que même dans le cadre du Hyper 2000, il fallait un Shelly par Hyper 2000, je crois, à vérifier, pas sûr. Chaque Shelly va mesurer la même chose, donc je trouve ça complètement idiot d'avoir un Shelly par cluster, quoi, ou je sais pas quoi là, par Hyper, je trouve ça vraiment un petit peu dommage. Puis en plus, ça multiplie le nombre de pinces dans votre tableau électrique, à un moment t'as plus que des pinces dans ton tableau électrique, voilà. Visiblement, il y aurait besoin que d'un seul Shelly avec le logiciel HEMS, c'est-à-dire que vous branchez votre Shelly, vous lui dites utilise la phase A, ce serait cool par exemple, et à ce moment-là, il va faire une répartition intelligente entre le Hyper 2000, le 2400 AC. Il n'y aura pas besoin d'une pince pour le 2400 AC et d'une pince pour le Hyper 2000. Ce serait vraiment top. Je peux pas vous le confirmer, je l'ai pas testé. Il y a une grosse partie là, tout ce que je vais vous dire là, c'est en neutre, c'est toute la partie donc logiciel HEMS, la Zenki, tout ça. C'est un gros dossier, hein. L'IA Zenki pour ce matériel, c'est quand même une promesse importante, très importante de la part de Zendur. Il propose beaucoup de choses et il y a, à mon avis, beaucoup d'attentes autour de ça. Je peux pas vraiment me prononcer, je peux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, puisque j'ai pas pu l'essayer. Ce serait totalement malhonnête de ma part de vous dire ouais c'est génial, ça marche super. Non, je ne sais pas. J'ai cru voir que c'était compatible avec EDF heure pleine, heure creuse, ça c'est quasi sûr. Par contre pour tempo, j'attends, il faudra vraiment tester. L'IA de Zenki propose la prise en compte de la météo, prévoir ce qu'il va y avoir le lendemain. Sur le papier, ça c'est vraiment purement génial, hein. Si par exemple le lendemain il est prévu qu'il y a un très beau jour, ça sert à rien de recharger votre batterie en heure creuse, puisque elle va se recharger naturellement avec le soleil. Par contre, s'il est prévu qu'il y ait un sale temps, un temps bien pourri, là à ce moment-là, ça vaut le coup de recharger sa batterie en heure creuse. Comme ça, vous pouvez l'utiliser en heure pleine la journée. Donc la météo, il y aura une prise en compte à avoir. Bon, dans les points neutres, forcément, il y a cette histoire d'abonnement payant. Normalement, c'est pas payant, je l'ai lu plusieurs fois. A priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça ne sera pas payant. Et d'ailleurs, ça ne doit pas l'être. Si jamais il était prévu que ça devienne payant, quand même, pour moi, ce serait assez grave. A priori, dans tous les cas, sur la durée de la garantie, pour moi, c'est 10 ans, il n'est pas censé y avoir d'abonnement. Vous avez vu, j'ai mis ça en neutre parce que pareil, je considère que c'est du développement et que ça devrait normalement être réglé à la sortie du truc. Il y a des petits bugs sur la prise hors réseau au niveau des consommations. Quand mes deux panneaux photovoltaïques produisent là, sur la prise hors réseau, franchement, c'est pas clair. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il fait une soustraction entre l'entrée normale du Hyper 2000 et la prise hors réseau. Il y a à mon avis des petits bugounets là-dessus concernant la prise hors réseau quand il y a de la production sur la prise hors réseau. Voilà. Alors, ça me frustre un petit peu, voir la réactivité du système. Donc le Hyper 2000, il est pas dingue du tout quand il y a des passages nuageux. Il y a des fois, tu fais wow. Alors quand le soleil est pleine balle, il n'y a pas de souci. Il se met à 1200 watts et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il est pas forcément ultra réactif quand il y a des passages nuageux. Il galère par moment un petit peu. J'espère quand même que le HEMS va améliorer ça. Sur le papier, il y a une réactivité de 3 secondes avec une marge d'erreur de 1 watt. Donc franchement ça pourrait être vraiment cool de voir comment ça fonctionne de ce côté-là. Pour l'instant je peux pas vous dire parce que je fonctionne comme je vous le disais en mode de base en programmation. Globalement on a fait le tour des points neutres. On va passer au point positif. Vous allez voir, il y en a quand même une belle flopée. Première des choses, franchement, c'était le cas pour le Hyper 2000. Moi, il y a une qualité de finition, une qualité de construction de Zendur qui me plaît vraiment beaucoup. C'est super propre. J'imagine que les composants à l'intérieur doivent être quand même qualitatifs. Pourquoi j'imagine ça? Parce que quand on voit les performances, l'efficacité du truc, on se dit que ça doit pas être de la merde qu'il y a à l'intérieur. J'imagine qu'il y a des gens qui vont le démonter. Moi, je veux pas le faire. De toute façon, j'ai pas la capacité de vous dire si c'est bien ou pas derrière. Donc voilà, encore dans les points très positifs, c'est même presque plusieurs points positifs en un seul, c'est une capacité énorme. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 batteries par 2400 AC, ça fait à peu près 17 kWh, c'est vraiment énorme, sachant que vous pouvez mettre plusieurs 2400 AC, donc là vous montez à des quantités phénoménales. Et puis après il y a quand même aussi ce côté évolutif du truc, vous pouvez commencer avec une batterie et terminer par 5, c'est ultra évolutif. Franchement, de ce côté-là, vraiment, c'est top. Bon, dans les points positifs, il n'y a pas les câbles qui pendouillent. C'est vrai que sur le Hyper 2000, j'avais mis le souhait qu'éventuellement il soit amovible.
ça aurait été bien aussi. Bon là ils y sont pas du tout, moi ça me dérange pas, ça m'arrange, bien au contraire. Un des points positifs, c'est pas directement en relation avec le 2400 AC. Zendur a une grosse communauté sur Facebook, et franchement c'est bien, parce que quand vous avez un souci, voilà, bon bah j'ai rencontré un petit souci sur le Hyper 2000, j'ai posé la question, j'ai vu que d'autres personnes rencontraient le même problème, et puis bah le problème a été résolu. Donc c'est vraiment pratique d'avoir une communauté avec laquelle pouvoir éventuellement échanger, et franchement bah c'est bien. Ça sera un point à vérifier en plein été. J'ai l'impression qu'il chauffe moins que le Hyper 2000. J'ai bien dit j'ai l'impression. C'est vrai que le Hyper 2000 par moment il peut atteindre des grosses températures. J'ai rajouté un petit ventilateur, vous avez vu. Un point très positif pour ceux qui sont éventuellement inquiets sur ce point. La mise en route, l'installation, vous avez vu, c'est super simple, vraiment vous avez quasiment juste à le brancher à l'appareil, et puis l'appareil c'est vraiment très très simple. Le plus compliqué c'est quand même d'installer le compteur intelligent, parce que lui il va se mettre dans le tableau électrique. Faites-vous aider si vous le sentez pas, mais il n'y a pas de raison non plus, c'est pas des précautions de base. Le 2400 AC en lui-même, les doigts dans le nez comme on dit, il y a zéro souci. L'un des points les plus positifs, surtout, enfin moi dans mon cas, c'est le confort que ça apporte. La sauvegarde en cas de panne EDF, que vous pouvez faire atténuer, voire carrément effacer le stress complet des jours rouges. Et puis moi, ça apporte un point énorme, le plaisir de ne pas gaspiller ma production photovoltaïque. Est-ce que c'est vraiment rentable? On en parle un tout petit peu à la fin de la vidéo avec mon petit tableau fabriqué avec l'aide de Gemini. Dans tous les cas, le plaisir de ne pas gaspiller ma production photovoltaïque, il est énorme pour moi. Il y a un point vraiment que je trouve très positif, c'est que c'est quand même un matériel bien sécurisé. J'ai aucun souci à mettre mon Hyper 2000 ou ma batterie 2400 AC à l'intérieur de ma maison. Il y en a plein, souvent ils sont là. Ouh là là, vous mettez des batteries dans votre maison, oh là là, ça, explosion, brûlage, machin. Non, franchement, j'ai zéro souci, zéro inquiétude. Déjà, le matériel, pour l'avoir testé et vu, il est vraiment bien protégé. Alors j'imagine il est protégé contre les surcharges, les surtensions. Moi, l'exemple que je peux vous donner, c'est la Terre. C'est chiant sur le coup, parce que tu te dis, mais pourquoi la Terre, elle marche pas? Mais enfin bon, c'est ton installation qui est pourrie, c'est pas la faute du Hyper 2000 ou du 2400 AC. Si ton installation n'est pas bonne, et faut régler le problème en amont. Ensuite, c'est des batteries LFP. Alors les batteries LFP, elles ont beaucoup d'avantages, on va pas rentrer non plus dans le détail, parce que ça permet de faire beaucoup de cycles et c'est très stable. En fait, c'est des batteries qui sont super fiables. Il n'y a pas de risque d'explosion, les gens, avec des batteries LFP. Il y a du dégazage, vous verrez, il y a une petite opercule sur le dessus des batteries LFP qui leur permet de dégazer, mais il y a pas, elles explosent pas. Mais pour rassurer les gens, je crois que Zendur installe des systèmes anti-incendie. Il y a aussi encore une autre sécurité pour ne pas endommager vos batteries surtout. Il y a un empêchement de décharge profonde, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de soleil pendant plusieurs jours, la batterie va se recharger automatiquement un petit peu pour éviter de descendre à des valeurs qui l'abîmeraient. Niveau sécurité, Zendur, ils sont au top. L'efficacité énergétique du truc. Le rendement, c'est de 93%, même 96%. C'est vrai que des fois, il m'est même arrivé que le truc, il m'indique, il produisait 100 watts et il y avait 1 watt de perte. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je pense que les batteries, elles sont en 48 volts, ça doit aider à éviter les pertes. Mais dans tous les cas, ce qui est à l'intérieur, 93 à 96% franchement de rendement, c'est vraiment bien. Il y a un point positif, Zendur fait évoluer le matériel logiciel. Avec le Hyper 2000, moi j'ai constaté personnellement qu'ils font ce qu'ils disent. Il y a même un petit tableau qui traîne quelque part où, par exemple, il était indiqué qu'à telle date, il y aurait le Hyper 2000 qui allait passer dans la HMS. Il y a une date pour laquelle ils vont proposer une intégration ou quelque chose dans le genre pour Home Assistant officiel. Dans tous les cas, moi personnellement, mon Hyper 2000 s'est amélioré et Zendur fait des efforts et travaille continuellement, du moins dans le cas du Hyper 2000, je l'ai constaté. Dans le logiciel HEMS, même s'il est majoritairement en neutre, il y a quand même un point que j'ai pu juger, c'est la programmation de base. Elle est plus simple, beaucoup plus visuelle, beaucoup plus simple. C'est possible de mettre très facilement à zéro, de le mettre en veille en quelque sorte. Elle est plus agréable d'utilisation, je trouve. L'ancienne programmation, fallait passer par MIDI pile poil pour lancer une plage de programmation. Là, c'est une plage, c'est de telle heure à telle heure, il se passe ça. Je charge à 100 watts. De telle heure à telle heure, je décharge à tant de watts. C'est vraiment mieux. Il est vachement visuel, il est vachement bien foutu. Moi, j'aime bien. L'un des très gros points positifs, c'est cette prise hors réseau. C'est vraiment top. Alors, moi, j'ai mis une multiprise. Vous pouvez mettre plein d'appareils dessus. Si vous pouvez mettre votre chaudière, ça peut être bien en hiver de pouvoir continuer à faire fonctionner sa chaudière s'il y a une panne de courant. Et vraiment le truc génial, vous avez vu, c'est le fait de pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques même quand il n'y a plus l'électricité. Là,
s'il y a une panne de courant, vous pouvez continuer à fonctionner en autarcie, à charger la batterie avec l'onduleur photovoltaïque quand même. Je trouve ça carrément génial. Et vous pouvez mettre jusqu'à 2000 watts d'onduleur photovoltaïque. Un autre point positif, c'est le prix. Franchement, quand vous regardez le prix au kilowattheure, même au lancement, parce que bon, après, il y a toujours les périodes type Black Friday et tout ça. Moi, j'avais acheté mon Hyper 2000 au Black Friday et une belle chute de prix. Mais même au lancement, je trouve le prix vachement correct. Regardez le prix au kilowattheure, regardez le prix de la concurrence, vous verrez que franchement, ça commence à être très 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 bien. Voilà. Même le prix des batteries additionnelles, je crois que les 2 kWh pour la AB2000 sont à 700 € et là, on est à peu près à 900 €, soit que 200 € de plus pour 1 kWh. C'est pas grand chose. Donc franchement, je les trouve très très bien positionnés et ce sera encore mieux au moment des promotions annuelles. Alors un autre point positif, c'est qu'il y a des solutions pour ceux qui utilisent Home Assistant, des intégrations assez simples d'utilisation. Il y a des moyens de se passer du cloud avec des histoires de MQTT et tout ça. Ça reste pour les bidouilleurs, mais les bidouilleurs, sachez que c'est tout à fait utilisable sous Home Assistant. Voilà dans tous les cas ce que j'ai à peu près à dire à l'heure actuelle. Et évidemment, il y aura d'autres vidéos qui compléteront cette vidéo-là, comme je vous l'ai dit, ne serait-ce que pour la partie logicielle, une fois que je pourrai la tester complètement. Globalement, beaucoup de points positifs, quelques points négatifs et des points encore à tester. Avant de faire la conclusion, on va faire un tout petit tour sur mon tableau des rentabilités. On est parti pour ce petit tableau. Je me suis aidé de Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Ça me paraît pas déconnant. Je suis parti de ma propre installation et de mes propres coûts. En gros, j'ai considéré que j'en ai eu pour 3000 €, mais 6 panneaux photovoltaïques à l'époque, ce serait bien moins aujourd'hui. Donc peut-être aujourd'hui, il y en aurait pour 2000. Structure comprise, onduleur compris. Faire deux types de tarifs, le tarif tempo et les tarifs de base. Donc le tarif de base, on part sur 0,25 € du kilowattheure. Enfin voilà, vous avez la base pour les jours bleus, heure pleine, heure creuse. Voilà, on part là-dessus. La production solaire, il est parti sur 2600 kWh pour, dans mon cas, où je possède 2400 watts crête de panneaux photovoltaïques. Si on est dans le nord de la France, forcément on produit moins. Et si on est dans le sud de la France, la production, vous voyez, est beaucoup plus élevée. Ça me paraît pas déconnant. Bon, après, peut-être que, dites-moi si je me trompe ou si Gemini se trompe. Et le taux d'autoconsommation qui change en fonction du nombre de batteries. Si vous avez une batterie, le taux d'autoconsommation est entre 55 et 65%. Si vous avez 2 batteries, c'est entre 65 et 75%. Et j'imagine que si on rajoute une 3e batterie, on peut peut-être atteindre quasiment les 100%. Et l'IA Zenki, qui est censé effectivement améliorer les taux de 6 à 10% en moyenne. Donc consommation annuelle, donc vous pouvez partir de votre propre consommation, j'aurais pu lui dire, une estimation de 3 à 5000 kWh par an pour les calculs, ça me paraît aussi cohérent, je crois. Il m'a mis des choses assez intéressantes. Donc si on est dans le nord de la France avec le tarif de base bleu classique, j'en ai eu pour 4400 € d'installation, panneaux compris, et avec une seule batterie. Donc la production annuelle a priori 2600 kWh. Les économies annuelles, il les évalue à 300 et 600 €, ce qu'il faudrait entre 7 et 15 ans de retour sur investissement. Disons qu'on va dire, si vous êtes en bleu et dans le nord de la France, normalement, la garantie permet d'être rentable. Après, forcément, si vous rajoutez 2 batteries, regardez que c'est un petit poil mieux, un maximum 13 ans. Vous faites entre 400 et 750 € d'économie annuelle. Alors par contre, là où ça va changer, toujours dans le nord de la France, donc production quand même un petit peu grévée. Vous avez vu, il y a plein de petites informations, je vous mettrai le tableau quelque part. Vous êtes en tempo, ça devient plus intéressant. Donc apparemment, entre 4 et 9 ans, donc là, sous la garantie, vous êtes rentable même qu'avec une seule batterie. Entre 4 et 9 ans, 8 ans en moyenne. Et si vous avez 2 batteries, entre 4 et 8 ans, donc peut-être 6-7 ans pour être rentable. Voilà. Donc même dans le nord de la France, bon, moi je suis pas tout à fait dans le nord, je suis à la région parisienne, donc ça peut être un petit poil plus. Alors par contre, à partir du moment où vous êtes dans une zone quand même vachement bien ensoleillée, là ça change vraiment. On va dire que même dans le pire des cas, vous voyez, vous êtes entre 6 et 11 ans, si vous êtes dans le sud de la France, avec une seule batterie et tarif bleu de base, c'est entre 6 et 11 ans, donc une dizaine d'années, un peu comme pour tout à l'heure. Si vous avez 2 batteries, entre 5 et 11 ans, donc pareil, normalement c'est rentable avant la fin de période de la garantie. Évidemment, si vous optimisez, vous serez plus proche de la période basse.
Si vous optimisez pas du tout, vous serez plus proche de la période haute. Et là, si vous êtes en tempo, regardez, ça devient très très intéressant, très rapidement. Si vous êtes dans le sud de la France, c'est entre 3 et 6 ans si vous avez une batterie, et entre 3 et 6 ans si vous avez 2 batteries, c'est-à-dire vous pouvez espérer une rentabilité, je pense, à 4-5 ans, quoi. Et là, ça devient très très intéressant. Voilà. N'hésitez pas à critiquer ce tableau. Moi, je suis pas non plus le roi des tableaux. Comme je vous disais, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est plus le côté confort du truc. Faites vos propres tableaux, rentrez toutes vos données dans Gemini ou ChatGPT. Vous lui dites votre consommation annuelle, vous lui dites combien vous avez acheté vos panneaux, combien vous pensez acheter vos panneaux, le prix d'achat, parce qu'on sait jamais, hein, si vous achetez toutes ces batteries-là, par exemple, en promotion au Black Friday, bah forcément ce sera moins cher. Donc voilà, rentrez-lui votre zone d'habitation, ça peut être intéressant parce que du coup, avec votre zone d'habitation, il va pouvoir vous dire votre production annuelle moyenne. Donc, plus vous êtes dans le sud, plus vous pouvez acheter ces batteries-là les yeux fermés. Plus vous êtes dans le nord, plus va falloir aussi prendre le côté confort, comme moi, en compte, et pas forcément que le côté rentabilité. Voilà. On est parti pour la conclusion. Alors franchement, une puissance énorme et un potentiel quand même énorme. C'est pas des superlatifs pour faire des superlatifs, ce produit a énormément de potentiel. Une qualité superbe, il est très solide, construction impeccable, a une puissance au top, une efficacité au top aussi. Franchement, j'aurais préféré qu'il soit disponible et j'aurais pris celui-là à la place de mon Hyper 2000. Là, il va falloir faire cohabiter les deux, hein. Ça c'est un des trucs qu'il va falloir faire correctement de la part de Zendure. Les attentes et les propositions et même les ambitions de Zendure sont très très grandes. Voilà, il va pas falloir décevoir en fait. Là, reste en fait un gros Zendure à peaufiner, améliorer ce logiciel pour que tout soit dans HEMS, que ce HEMS soit ultra fonctionnel, ultra stable et que leurs propositions Zenki d'intelligence artificielle répondent vraiment aux demandes des gens. Moi, à l'heure actuelle, j'ai Zenki, je peux pas avoir d'avis dessus, hein. J'ai hâte de pouvoir le tester de fond en comble, voir s'il correspond à mon usage. Bon, personnellement, moi, j'apprécie Zendure. J'aurais pas fait de collaboration avec eux si je l'apprécie pas. Je trouve qu'ils évoluent, ils font des efforts, ils améliorent le matériel et le logiciel. J'ai le Hyper 2000 depuis le début de l'année, j'en suis content. J'attends juste de voir l'intégration de mon Hyper 2000 dans HEMS et l'arrivée de la prise en compte de tempo pour voir comment ça se passe. Surtout les jours rouges. Voilà, bon, quelques petits points quand même à améliorer. Regardez les points négatifs qu'on vient de voir et éventuellement les points négatifs et positifs que j'avais émis sur le Hyper 2000. Il y en a beaucoup qui restent valables. Je peux pas tout redire 10 fois, mais par exemple, ne serait-ce que les notifications. Hein, franchement, mettez-nous des notifications pour éviter, par exemple, d'avoir une calibration un jour rouge. Hein. Il y a plein de gens qui demandent que ça. Vous n'avez pas le choix, les gens. Abonnez-vous. Parce que si vous voulez vraiment un test complet de Zenki dès qu'il sera disponible, faut être abonné. Hein. Ouais. Pensez à mettre le petit pouce, abonnez-vous et tout, partagez. Et commentez, n'hésitez pas à donner votre avis. Si jamais j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, je les modifierai dans mes futures vidéos ou dans un short. Hein, voilà. On arrête là parce que ça commence déjà à être assez long. Ciao, bye bye les gens. Je viens de recevoir le Zendure Smart Meter 3 CT. Je vais vous l'unboxer le truc. Mais bon, dans un sens, moi je suis très content que ce soit le matériel Zendure. Au moins, ça change un petit peu des Shelly et tout ça.